La TVT au cœur de l'information. Longtemps rêvé, enfin ils vont pouvoir devenir leurs propres patrons. Les volontaires d'engagement citoyen du Grand Lomé et des Savanes en fin de mission ont des kits pour s'installer à leur propre compte. Et leur satisfaction est totale, vous les entendrez. Bonne nouvelle pour les populations de l'intérieur du pays qui observent des mesures restrictives imposées par le gouvernement dans la lutte contre le Covid-19. La coordination nationale de gestion de la riposte contre le Covid-19 annonce la levée de ces mesures. À suivre tout à l'heure. Voilà pour le sommaire. Où que vous soyez, vous êtes en direct sur la télévision togolaise. Bonsoir et bienvenue dans cette édition. Valorisation du travail décent au Togo, l'Agence nationale de promotion de l'emploi ANPE a présenté à Atakpamé le document programme Pays du travail décent. Il s'agit de faire découvrir aux acteurs le contenu du dit programme afin de les amener à jouer efficacement leur rôle pour que le travail puisse nourrir son homme. Sylvain Abdou. La promotion de l'emploi et la formation, une des préoccupations du gouvernement pour faire de l'emploi décent une réalité. Après une étude diagnostique et un état des lieux effectué dans ce sens, un programme a été élaboré grâce à l'appui de l'Organisation internationale du travail OIT. Ce programme dénommé Programme Pays de promotion du travail décent est le nouvel outil sur lequel vont désormais s'appuyer les acteurs pour la promotion du travail décent au Togo. C'est ce programme qui fait ici à Tapamé objet de dissémination devant permettre aux acteurs locaux de prendre conscience des enjeux et défis. Nous allons d'abord présenter comment et pourquoi un programme Pays du travail décent est élaboré, que contient notre programme Pays de deuxième génération, quel est son lien avec les ODD et le plan national de développement qui est une vision du chef de l'État et qui a pris en compte les objectifs de développement durable. Avant ce programme, un profil pays du travail décent a été conçu, histoire de mesurer les actions du travail décent sur le terrain avant la mise en œuvre du PPTD. Nous avons réalisé le programme, le profil pays du travail décent, qui est une étude de référence pour mesurer un peu la situation du travail décent dans le pays avant la mise en œuvre de ce nouveau PPTD. Et ce profil pays regorge des statistiques et des données à la fois qualitatives et quantitatives sur l'emploi, le travail. Nous allons présenter ce document et montrer la situation qui prévaut pour le travail décent avant que commence la mise en œuvre du PPTD. La démarche a été appréciée par le préfet de Logou, Edouard Kakpo, qui a relevé que cette politique de l'OIT va conduire certains au respect du SMIC au Togo. L'ambition, c'est de faire germer à travers ce programme des actions visant la promotion de l'emploi et de la formation au niveau local. Direction Timbou, dans les Savanes, la localité dispose désormais d'une infrastructure marchande moderne de type cantonal. L'ouvrage a coûté 76 millions de francs CFA et est réalisé sur le programme d'appui aux populations vulnérables. Et ce sont les commerçants qui sont aux anges. Vous les entendrez. Chazim Nabaga.
En attendant d'avoir ce sujet dynamique de production et de consommation de produits locaux, de produits locaux au Togo, la 58e édition de l'initiative Jeudi Jose apporte de la valeur ajoutée aux jeunes entrepreneurs. Au centre des jeunes d'Avedi cet après-midi, les échanges ont porté sur les enjeux de la production et de la consommation locale. Nash Chazodi et Christine Petit-Kialoudé. Consommation des biens et services locaux, un réel défi qui a amené le gouvernement à consacrer pour la première fois tout un mois à consommer local. Le rendez-vous habituel du FAEJ avec les jeunes entrepreneurs et chefs d'entreprise s'est inscrit dans la dynamique. Le sujet de débat encourage non seulement la production, mais aussi la consommation locale. Un des maillons faibles aujourd'hui de la chaîne de valeur des produits locaux, c'est la distribution. Il n'y a que quelques rares boutiques qui sont spécialisées sur la vente des produits alimentaires locaux togolais. C'est de partager aujourd'hui un certain nombre d'expériences qui sont liées notamment à l'accessibilité au marché togolais, et comment faire en sorte que les consommateurs changent de mentalité et puissent adopter des comportements favorables à la consommation des produits alimentaires togolais. Parmi les 5 piliers du droit à l'alimentation, les biens et services doivent correspondre à la culture du consommateur. Ils doivent lui procurer le bien-être. Les jeunes entrepreneurs sont encouragés dans ce sens et ont bénéficié des conseils liés notamment aux canaux de distribution des produits. À l'issue de cette rencontre avec Jeudi Jose qui porte sur la consommation locale, nous avons eu l'esprit ouvert sur plusieurs opportunités. On retient plusieurs canaux de distribution et en l'occurrence plus de 150 boutiques aujourd'hui réparties sur toute l'étendue du territoire qui peuvent faire la promotion et distribuer au plus bas des consommateurs nos produits. Nous avons eu écho des différentes initiatives en termes de plaidoyer. Les aspects fondamentaux pour la réussite de tout projet sont entre autres l'étude de marché et la catégorisation de la clientèle. Toutes ces orientations pour les amener à faire encore plus et davantage dans leurs projets d'entreprise. Les volontaires d'engagement citoyen de la 5e vague du Grand Lomé, prêts pour créer leurs propres emplois. Des kits d'artisans ont été offerts à 219 volontaires en fin de mission. Et pendant ce temps, les volontaires des 2e, 3e et 4e vagues dans la région des Savanes ont reçu les mêmes kits d'outillage. Magouarakwe, Carmen Madiakako et Chazimna Baga, précision. Minirou pousse aujourd'hui un ouf de soulagement. Il a enfin le matériel nécessaire pour démarrer son entreprise. Il est mécanicien de roues. Il vient de terminer son volontariat d'engagement citoyen. Sa mission a été jugée satisfaisante. Je suis très en joie d'avoir reçu ces kits car je ne savais pas où trouver l'argent. 219 volontaires d'engagement citoyen des préfectures d'Aguanivé et du Golfe ont reçu leurs outils de travail. Plus de 1000 pièces d'outils d'une valeur de 53 millions de francs CFA remis à ces jeunes artisans. L'idée est de les accompagner sur le plan socio-professionnel. Le projet est une composante du programme de développement communautaire en zone urbaine PDCZU exécuté par l'ANADEB. On regarde d'abord la ponctualité, l'assiduité du jeune pendant sa période de volontariat et sur la base de cette assiduité, on voit ceux qui ont appris des métiers et donc disposant des attestations ou des diplômes qui sont accompagnés par le gouvernement. Ces jeunes feront l'objet d'un suivi régulier pour mieux contribuer au rayonnement de l'artisanat togolais. 2 défis importants viennent d'être levés par l'évêque. D'abord, l'appropriation de valeurs citoyennes. Ensuite, la célébration de l'artisanat, exprimée à travers la volonté manifestée par les jeunes artisans à exercer effectivement les métiers qu'ils ont appris. À ce jour, près de 12 000 jeunes sont dans le processus de leur autonomisation. Le ministre du Développement à la base constate les résultats engrangés et exprime son satisfecit. Le volontariat, que ce soit en milieu urbain ou en milieu rural, a permis d'améliorer les conditions de vie, non seulement des jeunes qui en sont bénéficiaires, mais aussi et surtout de toutes les communautés touchées.
Face à ces changements, je voudrais saluer la volonté politique du chef de l'État pour sa vision de développement et lui témoigner ma reconnaissance pour la confiance placée en ma personne pour poursuivre les efforts déjà engagés. Pour l'année 2020, 1220 volontaires d'engagement citoyen artisans bénéficient au plan national de cet appui du gouvernement dont le coût s'élève à 242 635 290 francs CFA. Ils sont appelés à rembourser 25% des coûts des kits reçus à partir des revenus générés après leur installation. L'État togolais appuie ici 255 jeunes de la région des Savanes à s'insérer sur le plan professionnel. Il s'agit des volontaires d'engagement citoyen ayant terminé leur mission avec l'Agence nationale du volontariat du Togo ANVT. Ce qu'on attend d'eux, c'est qu'ils puissent, avec cet appui du gouvernement, en kit artisan, s'installer, s'affirmer, se réaliser et sortir de cette précarité. Les 255 kits sont composés d'équipements complets pour couture, coiffure, soudure, broderie, menuiserie bois, tapisserie et mécanique à 2 roues. De quoi mettre le pied à l'étrier à ces jeunes en leur permettant d'ouvrir leur atelier et d'être immédiatement opérationnels. Je suis très fier de ça, je suis content. Je remercie le chef de l'État pour son soutien. Quand j'ai appris qu'il y a le volontariat, je suis venu travailler. 4 mois après, ils nous ont promis les machines. Voilà, aujourd'hui, les machines sont arrivées. Et nous disons merci au chef de l'État. Outre cet appui de taille en matériel, ces jeunes volontaires ont bénéficié de nombreuses formations au cours de leur mission pour faire d'eux de nouveaux citoyens aguerris, susceptibles d'apporter leur pierre à l'édification d'une nation émergente, unie et prospère. Ces jeunes reçoivent des formations sur des thématiques spécifiques comme le civisme, la vie entrepreneuriale, l'épargne et le crédit. On les aide à avoir accès aux services financiers. C'est depuis 2016 que le gouvernement togolais, à travers le ministère du Développement à la base, de l'artisanat et de la jeunesse, a mis en place le programme de volontariat d'engagement citoyen en faveur des jeunes déscolarisés afin de leur offrir une réelle opportunité d'insertion socio-professionnelle. Cet appui en équipement artisan relève du programme de développement communautaire en zone urbaine PDCZU piloté par l'Agence nationale d'appui au développement à la base ANADEB. Il est allé à la HAC, Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, pour prendre connaissance des réalités du terrain. Le ministre en charge de la communication, Akoda Ayouadan, a échangé ce jeudi avec le personnel de cette institution de régulation des médias. Que retenir de cette visite de terrain, Lucas Si. La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, HAC, ouvre ses portes au nouveau ministre de la Communication, des médias, porte-parole du gouvernement. C'est une prise de contact entre le ministre et les membres de l'institution de régulation des médias. Le fonctionnement de la HAC, ses attributs et sa composition, ainsi que les chantiers en instance, étaient au cœur des échanges. La HAC est cette autorité-là qui a en charge l'univers médiatique de notre pays, la régulation de cet univers médiatique. Or, comme vous le savez, les médias font partie de mes attributions. Et dans mon travail au quotidien, j'ai besoin de m'appuyer sur cette haute autorité-là pour m'enquérir, n'est-ce pas, du bon fonctionnement de l'univers médiatique. Le président de la HAC et son équipe n'ont pas manqué de me transmettre un certain nombre de dossiers en cours sur lesquels nous nous engageons à travailler en étroite collaboration. Il entend travailler de concert avec les membres de la HAC dans l'accomplissement de sa mission. Akoda Ayouadan a eu droit à une visite guidée dans les services de la HAC. Troisième sortie de terrain du ministre Kofi Tcholenyanou à la tête du département en charge de l'urbanisme, de l'habitat et de la réforme foncière. Il poursuit sa tournée de prise de contact dans les structures rattachées à son ministère. Et cet après-midi, il était dans les locaux du Fonds spécial pour le développement de l'habitat pour en savoir davantage sur le fonctionnement de ce fonds créé depuis 1988.
C'est pour appuyer les promoteurs immobiliers dans leurs projets. Il s'est donc entretenu avec les agents, occasion pour lui de les encourager à redoubler d'efforts pour la concrétisation du projet phare de ce fonds et qui est d'offrir aux Togolais 20 000 logements d'ici 2025. La ville de Lomé, mauvais élève en matière du respect des mesures barrières contre le Covid-19. C'est en tout cas le moins qu'on puisse dire, surtout si l'on sait que plus de 125 nouveaux cas de contamination ont été enregistrés cette semaine contre 82 en moyenne depuis ces 2 derniers mois. La coordination nationale de gestion de la riposte contre le Covid-19 annonce la levée des mesures restrictives imposées à certaines villes de l'intérieur du pays. Et que ça là. Il y aura la levée du bouclage à partir d'aujourd'hui, avec levée aussi du couvre-feu, notamment dans les villes comme Tchaoudjo, Chamba et Sotouboua. Cette décision de la coordination nationale de gestion de la riposte contre le Covid-19 se justifie. Depuis quelques semaines, les nouveaux cas Covid-19 connaissent une diminution à l'intérieur du pays. Seulement 12 nouveaux cas y sont enregistrés cette semaine contre 127 à Lomé. Quand on analyse ces cas, il faut se poser la question, est-ce qu'il y a des foyers et ces foyers sont où? 91% de ces 139 cas sont à Lomé. Et à Lomé, on va se poser la question, où à Lomé? Nous allons dire, c'est dispersé dans tout Lomé. Le travail est en train d'être fait et en fonction des augmentations selon les quartiers, nous appliquerons notre système qui consiste à boucler la zone. L'amélioration de la situation à l'intérieur du pays rassure la coordination. Conséquence, le nombre des lieux de culte et de prière autorisés à rouvrir vont aussi connaître une augmentation dans les villes de l'intérieur. La coordination a donné son accord. Il revient au ministère en charge de l'administration territoriale d'en décider. Il y aura une ouverture progressive à l'intérieur du pays cette semaine. Chaque secteur doit s'adapter pour que ces mesures restrictives soient levées pour que l'activité reprenne. La coordination est disponible à accompagner tous les secteurs dans leur nécessaire adaptation pour la reprise des activités. Une quarantaine de décès liés au Covid-19 enregistrés au Togo à ce jour. Selon la coordination, 60 à 70% des décès sont des personnes de 60 ans et plus. La plupart d'elles étant des diabétiques. La coordination insiste sur le respect des mesures barrières pour venir à bout de la pandémie. Et à ce jour, jeudi 8 octobre 2020, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus au Togo se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 1907, 9 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 1426, 7 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 432 et le nombre de décès est de 49. Un communiqué signé par le ministre en charge de la Santé, le professeur Moustapha Miji Yawa. Le 11 octobre prochain, le Togo va célébrer, à l'instar des autres pays du monde, la journée internationale de la jeune fille. Ma voix, l'égalité pour notre avenir. C'est autour de cette thématique que les débats vont porter. Non à la discrimination de la jeune fille. Le gouvernement y tient. Et à quelques jours de la célébration, la ministre en charge de la promotion de la femme a livré un message. Le contenu avec Marie-Reine Abeta et Carmen Madi Akapo. La situation des filles, bien qu'elle ait évolué, demeure préoccupante dans un certain nombre de secteurs donnés dans l'éducation. Les filles font encore objet de discrimination et l'on note une augmentation du taux de filles mariées avant l'âge de la majorité. Les grossesses précoces et hors mariage
pousse les jeunes filles à abandonner les études. Pour donc permettre aux filles de se réaliser pleinement, les filles seront à l'honneur ce 11 octobre, Journée internationale de la jeune fille. La communauté internationale a placé la célébration de cette journée sous le thème « Ma voix, l'égalité pour notre avenir ». À travers ce thème, l'Organisation des Nations Unies appelle les parties prenantes, mondiales, régionales et nationales, à élargir les opportunités pour les filles afin qu'elles soient des actrices du changement et des concepteurs de solutions pour leurs propres défis. Sans conteste, le présent thème s'inscrit parfaitement dans la vision du chef de l'État, son Excellence M. Faure Essorzimna Gnassingbé, vision traduite à travers le Plan national de développement PND. Cette année, la célébration de cette journée au plan national met l'accent sur l'intensification des actions permettant de garantir aux filles un environnement favorable au choix des filières porteuses et à la culture de l'excellence durant tout le processus de préparation professionnelle de leur avenir. La 9e édition de la Journée internationale de la jeune fille sera marquée par des causeries débats dans toutes les préfectures autour du thème de l'année et sur la problématique de la Covid-19 dans le but de renforcer la résilience de nos jeunes durant cette crise sanitaire. J'invite toutes les filles à oser embrasser les filières scientifiques, techniques et technologiques et à rechercher l'excellence dans toutes leurs entreprises. Ayez de l'ambition. Ayez à l'esprit l'intime conviction d'aller de l'avant et de devenir les leaders de demain. Pour y arriver, vous devez proscrire tout comportement susceptible de compromettre votre avenir en devenant de véritables promotrices de changement social. Au Togo, la Journée internationale de la jeune fille, édition 2020, sera célébrée par anticipation le 9 octobre prochain. À cette occasion, les 50 meilleures filles au BPC de l'année scolaire 2019-2020 de l'inspection scolaire à Golfe Est seront récompensées. Le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, revient dans ce journal sur les grands axes de la déclaration de politique générale. Dans un entretien avec Joseph Amégan, le professeur Akoda Ayiwadan relève l'engagement du gouvernement à répondre aux attentes des populations. Joseph Amégan, que retenir de votre entretien avec le ministre? Merci Edem Soussoupo. Nous sommes sur ce plateau avec le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, le professeur Akoda Ayiwadan. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Avec vous, nous allons revenir sur quelques aspects de la déclaration de politique générale du gouvernement. Les attentes des populations sont-elles prises en compte dans ce plan d'action du gouvernement? Cela fait exactement 8 jours que vous êtes officiellement membre du gouvernement. Monsieur le ministre, comment appréhendez-vous cette nouvelle expérience? Alors, je l'appréhende avec beaucoup de gravité, mais en même temps avec beaucoup de sérénité, dans la mesure où il y a un enthousiasme qui gouverne ce groupe. Et cet enthousiasme-là nous permet d'avancer dans la sérénité, de faire en sorte que les objectifs qui nous sont fixés puissent être dans des délais là aussi fixés, puissent être réalisés. Donc beaucoup de gravité, mais une gravité empreinte de sérénité. Le gouvernement a structuré la déclaration de politique générale en 3 axes. Renforcer l'inclusion et l'harmonie sociale, dynamiser la création d'emplois en s'appuyant sur les forces de l'économie, modéliser le Togo et renforcer ses structures. Ces ambitions et objectifs ont toujours été au cœur de l'action gouvernementale. Est-ce aujourd'hui ce nouveau gouvernement a une autre façon de faire pour atteindre ces objectifs, monsieur le ministre? Alors, vous l'avez bien souligné, effectivement, les 3 axes qui sont fixés sont tirés tout simplement du projet du chef de l'État, du projet politique du chef de l'État. Ces axes étaient déjà en mouvement, dans le PND notamment,
Mais il ne vous a pas échappé que la crise de Covid-19 est passée par là. Et cette crise-là a révélé un certain nombre de points de difficultés et un certain nombre de réussites, des points sur lesquels il fallait insister. Alors, le nouveau gouvernement s'appuie sur ces 3 axes, mais n'apporte juste qu'une plus-value. Vous savez, il y avait une équipe en place, une équipe qui a mené une action forte, une action qui a apporté des résultats, mais dans une course de fond, il y a des moments où il faut renouveler le souffle. C'est la raison pour laquelle le chef de l'État a appelé de nouveaux talents au gouvernement. Donc l'idée ici, c'est de tisser au bout de l'ancienne corde, de faire en sorte que, avec du jeune et du vieux, on puisse aller encore plus loin et encore plus vite. Et quelles sont les actions que le gouvernement entend leur mener pour permettre aux jeunes de créer leur propre emploi ou d'être employés par l'État? Je fais allusion là à quelques concours de recrutement dans la fonction publique, monsieur le ministre. Alors, les 3 axes l'indiquent clairement. Aujourd'hui, il y a une structuration, une véritable structuration. Pour qu'un jeune puisse travailler pour son propre compte ou qu'il puisse travailler pour l'État, il faut à minima qu'il ait une formation. Donc, l'idée, c'est de faire en sorte que sur toute la chaîne, on ait finalement des jeunes, des produits finis, qui aient des qualifications en adéquation avec le marché de l'emploi. Cela signifie concrètement qu'il va y avoir des actions qui sont menées dès le cours primaire, des actions qui vont être menées au niveau secondaire. Au niveau secondaire, on pense notamment à la création des IFAD qui vont lancer les jeunes vers des formations en alternance qui leur permettent de mettre directement un pied dans la pratique, de telle sorte qu'une fois qu'ils ont terminé leur formation, ils sont prêts soit à créer leur propre emploi, soit à être employés véritablement par le marché. Non pas seulement par l'État, il y a également un secteur privé très dynamique chez nous qui peut embaucher, mais qui ne peut embaucher que des personnes de qualité. Il ne faut pas oublier l'université. Il y a des moyens qui vont être mis à la disposition de l'université. Je pense notamment aux collèges universitaires qui sont envisagés. Ce sont des structures de taille modeste, mais qui sont imbriquées dans les régions concernées. Je prends par exemple les plateaux. Le collège universitaire qui est envisagé dans les plateaux va prendre en considération l'écosystème des plateaux pour proposer des formations en lien avec les réalités des plateaux. Cela permet d'avoir des personnes formées, pertinentes pour le milieu où ils vivent. Alors, monsieur le ministre, une question qui me taraude un peu l'esprit, c'est l'emploi des jeunes. On aimerait bien savoir, monsieur le ministre, est-ce qu'on peut espérer avec ce nouveau gouvernement un concours de recrutement? C'est vrai qu'aujourd'hui, la promotion de l'entrepreneuriat est de mise, mais est-ce qu'on peut quand même, parce qu'au fait, dans la fonction publique, il y a un manque criard. Alors, il y a une programmation. Il y a une programmation du gouvernement en termes de concours. On va dire celui qui est mature, hein, le concours qui est mature, c'est un recrutement dans l'enseignement primaire et secondaire notamment. Mais les autres domaines ne sont pas occultés. Le travail de préparation et de maturation est en cours. Il y a ce séminaire gouvernemental qui aura lieu très bientôt et qui va fixer véritablement sur ces concours-là. Le constat d'un manque criard de personnel qualifié dans l'administration publique, dans la fonction publique et parapublique n'est pas négligé. Si vous relisez le discours de politique générale de Madame le Premier ministre, vous verrez que c'est un axe qui est véritablement pris en compte. Comment le gouvernement compte-t-il renforcer le capital humain et assurer la solidarité nationale alors que le pays est frappé par une crise sanitaire, monsieur le ministre? Il me semble que la crise de Covid-19 nous a permis de mieux nous connaître, hein, d'identifier nos forces et nos faiblesses. Il y a des choses que nous avons bien réalisées, individuellement et collectivement. Il y a des choses que nous avons moins bien réalisées. Alors, c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles la question de l'inclusion sociale est revenue plus haut. Pas pour dire qu'elle n'était pas prise en compte. Elle a déjà été prise en compte. Mais il s'est révélé qu'il fallait absolument insister sur cette inclusion sociale. Comment? Il existe un certain nombre de filets sociaux. Il existe un certain nombre de techniques d'inclusion et de solidarité. L'idée, maintenant, c'est de faire en sorte que
par exemple par le jeu de la loi sur la biométrie, d'identifier exactement les personnes bénéficiaires de ces filets sociaux. On parle des cantines scolaires, on parle du Fonds national de finances inclusives. Il n'est pas question pour l'État d'engager cette aide qui vise à renforcer la résilience des populations et que cette aide soit perdue dans la nature, disons les choses très simplement. Donc en identifiant précisément les individus, il va y avoir une amélioration de cette inclusion sociale, de cette solidarité nationale. L'État pourra en ce moment-là atteindre les objectifs qu'il s'est fixés. Et dans quel délai le gouvernement compte-t-il mettre en œuvre ses ambitions et objectifs, monsieur le ministre? Alors en réalité, le gouvernement est déjà au travail. Le gouvernement est déjà au travail. Je pense que si vous regardez un peu autour de vous, les différents ministres... Vous n'avez pas encore votre feuille de route, vous l'avez dit tout à l'heure. Hein? Ah oui, alors... Nous n'avons pas notre feuille de route, mais cela ne nous empêche pas de travailler. Nous avons d'abord commencé par prendre possession de nos différents ministères. Nous avons commencé par prendre des actes qui sont des actes courants, ce qui veut dire que le travail a bel et bien commencé. Et d'ailleurs, dans la confection de la feuille de route, nos équipes sont mobilisées. Donc, le travail a déjà commencé et le projet est prévu pour être exécuté sur un délai de 5 ans. Donc, n'ayez crainte, il y a une programmation, il y a une projection progressive de la réalisation de ce projet. D'accord. Monsieur le ministre, avec cette déclaration de politique générale, est-ce que le gouvernement est en phase avec les préoccupations actuelles des populations? Vous savez, peut-être même que vous avez été consulté sans le savoir, ou alors un de vos proches a certainement reçu un appel sur lequel on lui a posé un certain nombre de questions. En réalité, il s'est agi d'un travail de terrain, un travail de collecte d'informations à la base, et c'est sur la base de ces informations-là que un autre travail technique de montage, n'est-ce pas, de ces réponses-là et de constitution de ce projet ou de ces 3 axes a été réalisé. C'est fort de cela qu'on peut affirmer aujourd'hui que la déclaration de politique générale du gouvernement est en phase avec les aspirations de la population, parce qu'il y a eu une adaptation qui a été faite relativement à l'intervention de la pandémie. Bon, on peut le dire sans trop s'avancer qu'on est en phase avec les aspirations des populations. Madame le Premier ministre a évoqué le digital pour moderniser davantage l'administration de façon concrète. À quoi devons-nous nous attendre? Alors, vous savez, moi, lorsqu'on parle du digital, mes yeux brillent parce que le digital est un outil formidable. C'est un outil formidable parce qu'il permet d'aller vite, d'aller mieux et de résoudre un certain nombre de problèmes. Alors, le digital s'impose à nous aussi parce que nous sommes dans un concert des nations où tout passe quasiment par le digital. Alors lorsqu'on dit ou lorsqu'on se propose d'activer le digital pour réussir un certain nombre de transformations sociales, l'idée ou le challenge aujourd'hui, c'est d'abord de travailler sur la couverture nationale, tant mobile que fixe. Le projet se propose d'aller à 95% de couverture du territoire national. On n'est pas un très grand pays, donc on peut y arriver. Le challenge, c'est d'augmenter notre bande passante, parce que si nous n'avons pas une bande passante conséquente, nous ne pouvons pas attirer les entreprises qui sont dans le digital, nous ne pouvons pas favoriser l'éclosion des entreprises qui sont dans le digital, et puis vous savez, nos concitoyens se plaignent de la qualité de cette bande passante. Donc, on doit répondre à cette plainte. Au-delà même de cela, il va y avoir un écosystème autour du digital qui va se mettre en place. Et vous savez, avec le digital, il y a des solutions. Dans l'administration, par exemple, il y a des parcours administratifs qui vont être simplifiés par l'utilisation du digital. C'est la clé. Vous imaginez bien, vous arrivez dans une administration, vous pouvez tomber sur un employé qui, peut-être pas levé du bon pied, va mal vous servir tout simplement et gâcher votre journée. D'accord ? Cela peut arriver, c'est des choses qui existent. Mais avec le digital, on peut résoudre ce petit problème-là parce qu'on n'a pas besoin forcément d'avoir à échanger avec un employé. Donc, on a une
multiplicité de solutions dans l'usage de digital. Je pense aux difficultés relatives à la corruption, par exemple. Le digital permet d'éviter d'être confronté à ce type de situation. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles Madame le Premier ministre n'a pas manqué d'insister sur cette clé, sur ce levier-là pour relancer véritablement notre économie. En un mot, vous garantissez une connexion fiable? Alors, la garantie, on est en matière technique, donc l'idée c'est de construire une connexion de qualité. Le gouvernement s'engage à travailler sur l'amélioration de la connectivité, de la bande passante et de notre couverture au plan national, que ce soit sur le mobile ou le fixe. Dans 3 mois, vous serez certainement encore sur ce plateau pour nous dire si effectivement on a déjà une connexion qui répond effectivement aux ambitions. C'est ce que le gouvernement est allé présenter à l'Assemblée nationale. Donc à la représentation nationale, le gouvernement s'est engagé à aller dans ce sens. Donc, je n'ai pas de scrupule à le dire parce que c'est un engagement public. Donc, nous reviendrons le moment venu, puisque l'un des axes de gouvernement de Madame le Premier ministre est d'avoir un tableau de bord. Un tableau de bord sur lequel il sera marqué les objectifs, les temps d'action et les résultats, avec un surplus d'évaluation. Monsieur le ministre, bientôt la reprise des classes, est-ce que le gouvernement est inquiet? Que fait le gouvernement pour rassurer les différents acteurs, les parents d'élèves, les élèves, les enseignants? Alors, le gouvernement n'est pas inquiet. Le gouvernement n'est pas inquiet du tout. J'ai la chance d'avoir discuté ce matin avec le professeur Kokoroko, ministre en charge des enseignements primaires et secondaires. Et aujourd'hui, ce ministère, en lien avec les différents ministères qui peuvent être concernés, autrement dit l'équipe gouvernementale, est à pied d'œuvre pour organiser une rentrée dans les meilleures conditions qui soient. Au fond, depuis la prise de fonction des ministres, des différents ministres, il y a eu une succession de réunions. Les parents d'élèves ont été reçus, l'association des parents d'élèves, l'association des écoles confessionnelles, les enseignants ont été reçus, les cadres du ministère ont été reçus, et tout ce monde-là travaille en parfaite synergie pour préparer la rentrée. Donc vous voyez bien que ce soit du côté du gouvernement, que ce soit du côté des parents d'élèves ou des représentants des élèves, il y a un travail qui est fait pour faire du 26 octobre une journée, une belle journée de rentrée. Le mois d'octobre, le mois en cours est décrété mois du consommé local. Et quel sentiment avez-vous par rapport à cette initiative? Alors, une très belle initiative, il faut l'avouer. Il faut avoir aussi l'humilité de reconnaître que c'est la première édition, n'est-ce pas? C'est la première édition et nous sommes dans l'apprentissage du consommé local. Ce n'était pas inné pour nous et les uns les autres gagnent à apprendre à consommer local, à commencer par nous-mêmes. Maintenant, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que un consommateur, c'est un citoyen. Un consommateur, c'est un citoyen et dans sa qualité de citoyen, il a des droits et il a des devoirs. Il nous faut travailler à vulgariser ces droits et à vulgariser ces devoirs-là. Le ministre Trimois a déjà engagé une réflexion là-dessus pour avancer plus vite dans la vulgarisation des textes et dans la confection d'autres textes qui protègent le consommateur, qui l'informent et qui lui permettent de se démultiplier en tant que citoyen de notre beau pays. Monsieur le ministre, une dernière question, en fait, je l'avais déjà dit, mais dans la déclaration de politique générale, nous n'avons pas senti une place qui est réservée aux journalistes que nous sommes. Alors, les journalistes que vous êtes, et vous vous adressez au bon interlocuteur, les journalistes que vous êtes ne peuvent pas être exclus, n'est-ce pas, de cette politique générale. En réalité, la déclaration de politique générale indique les grandes lignes, les grands axes sur lesquels le travail va être fait, mais c'est mon ministère qui a en charge de déployer ces grandes lignes en des actions concrètes. Pas plus tard que ce matin, j'ai reçu le directeur de la TVT, j'ai reçu le directeur de Radio Lomé, je suis allé rendre visite au président de la HAC
pour m'enquérir des dossiers les plus importants. Nous n'aurons pas le temps d'en parler ici, mais tout le paysage audiovisuel est concerné, c'est-à-dire autant les médias publics que les médias privés sont concernés par l'action que le gouvernement voudrait mener. Les journalistes sont la clé de la diversité, du pluralisme dans l'expression, et aucun pays ne peut se développer sereinement, convenablement, si cette diversité d'expression n'est pas garantie. Nous y travaillerons. Merci, monsieur le ministre. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est un plaisir. À l'instant, Joseph Amega en entretien avec le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, accorda à Yiwadan sur les grands axes de la déclaration de politique générale du gouvernement. Nous sommes jeudi, tradition oblige. Nous enchaînons maintenant avec la page des sports. Ce sera avec Jean-Kofi Eredi. Bonsoir Jean. Bonsoir Edé. Direction Tunisie, l'équipe nationale de football du Togo est en mise au vert depuis la fin de la semaine dernière à Tunis, la capitale. Oui, Edem, et ce stage devait être ponctué de 2 matchs amicaux. Malheureusement, la première rencontre qui devait opposer les éperviers aux chevaliers de la Méditerranée de Libye cet après-midi a été annulée par les autorités tunisiennes. Le coronavirus est passé par là. Les précisions avec Afri Johnson. Pas de match amical Libye-Togo à Tunis ce 8 octobre 2020. Entre chevaliers de la Méditerranée et éperviers, la crise sanitaire actuelle a sifflé la fin des hostilités avant même que celle-ci ne commence. La faute à une forte hausse de la contamination au coronavirus au pays des Aigles de Carthage. Face à la donne, les autorités tunisiennes ont choisi d'annuler les manifestations sportives prévues sur leur sol. L'équipe nationale de football du Togo voit donc son agenda de rencontres amicales amputé d'un match, le premier des 2 prévus au cours de ce stage. Un chamboulement de calendrier qui n'entame en rien l'état d'esprit de la bande au sélectionneur Claude Leroy. Il y a beaucoup de rythme, beaucoup de mouvements, beaucoup de qualité. Les jeunes, on a l'impression, Josué, Niavedji, on a l'impression qu'ils ont toujours été là. Les nouveaux s'intègrent bien. Étienne en particulier, Seko c'est un retour, mais il a plutôt été aussi bon. Donc les plus anciens, les professionnels confirmés se sont un peu fait bouger. Donc c'est toujours une bonne chose quand on se rend compte que les jeunes veulent aussi montrer qu'ils ne sont pas là par hasard. Le stage en Tunisie est le dernier virage des préparatifs pour les éperviers avant la reprise des éliminatoires de la CAN Cameroun 2021, notamment la double confrontation des 3e et 4e journées face aux pharaons d'Égypte, les 14 et 17 novembre prochains, respectivement au Caire puis à Lomé. Le Togo a toujours eu beaucoup de talent, donc maintenant après il faut aussi avoir le temps, mais on donne toujours le temps au temps, mais il va falloir se presser et faire monter une équipe avec ces belles individualités. Mais il va falloir créer un groupe et voilà, c'est avec les groupes que aussi on arrive à aller loin dans les compétitions. Outre le rendez-vous entre Libyens et Togolais, l'explication qui devait mettre aux prises la sélection des îles Comores et son homologue des moins de 20 ans de la Tunisie est également annulée. Toutefois, les éperviers peuvent encore espérer se produire le 12 octobre face aux crocodiles du Nil du Soudan. Cette seconde sortie est maintenue pour l'instant. Et puis Jean, en début de semaine, la Fédération togolaise de football a mis fin à sa série d'élections dans les districts et ligues. Effectivement, Edem, les élections des bureaux exécutifs des districts préfectoraux et des ligues régionales appartiennent à l'histoire depuis mardi dernier. Ce soir, nous revenons sur l'élection dans la Ligue de football des plateaux où la liste Ensemble pour la consécration du football dans les plateaux, seule liste retenue d'ailleurs avec à sa tête l'honorable Michel Ametodi, a été élu. C'était samedi à Atakpamé. Compte rendu, tiens, Piotba. Aux commandes de la Ligue de football des plateaux, la plus grande d'ailleurs du Togo, l'honorable Michel Ametodi, président d'Ifodja FC d'Atakpamé, et le très humble, discret et efficace président du club Gomido de Kpalimé, l'honorable Sylvestre Kokou-Mensa, son vice-président. À ces 2 poids lourds s'ajoutent les 10 autres membres, tous 12 de la liste Ensemble pour la consécration du football dans les plateaux. Liste élue qui compte dérouler un programme dense. Il nous appartient aujourd'hui d'aller dans les coins et recoins de notre région
créer des bureaux de gestion de football, si on peut l'appeler ainsi, et que le football rejaillisse dans les coins et recoins et que ça remonte vers la région. Et nous, aujourd'hui, ce qui se passe dans notre test, c'est de créer des sélections dans toutes les catégories, dans les cantons, dans les villages, dans les communes, et pour que ça remonte dans les préfectures et une sélection régionale, pourquoi pas. Élection supervisée par une délégation du comité de réforme de la Fédération togolaise de football. Il y a des gens qui ont la volonté de travailler, qui veulent vraiment pousser le football à la base. Mais il leur manque des outils nécessaires pour pouvoir faire correctement leur travail. Et la fédération doit être en mesure aussi de les accompagner afin que ce travail-là puisse être fait pour que nous puissions avoir une base solide. Ça ne va pas se construire en une année, mais 2, 3, 4 ans, si tout est bien fait, on peut s'attendre à récolter les fruits après. Élu à l'unanimité des 26 délégués, le bureau exécutif de la Ligue de football des plateaux aura 4 ans pour gérer le sport roi dans les 12 préfectures ou districts de la région la plus vaste du Togo avec ses 16 975 km². Jean, une dernière information avant de clôturer ce journal. Oui, le prochain rendez-vous des sports sur la première samedi à partir de 13h45 dans Sport et Détente. Merci. Fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous sur la TVT, la première. Gardez toujours le sourire, quoi qu'il arrive. Excellente nuit à tous.